Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des chapitres les plus fascinants et peu connus de l'histoire européenne, le rôle des épices dans la vie, la médecine et la culture de l'Europe médiévale. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Imaginez une table dressée dans une salle de pierre froide, éclairée par la lueur ténue de chandelles de suif. Nous sommes en l'an 1350. Un poisson bouilli arrive à table, recouvert d'une fine couche de poudre sombre. L'arôme est incomparable. Le poivre noir. Cette poignée de grains moulus a parcouru plus de 10 000 kilomètres, depuis les forêts tropicales du sud de l'Inde, passant entre les mains de dizaines de commerçants, traversant des océans, des déserts et des montagnes, survivant aux tempêtes et aux taxes douanières accumulées à chaque frontière franchie. Sur ce plat simple repose une substance qui vaut plus que ce que de nombreux paysans verront durant toute leur vie. C'est l'histoire des épices dans l'Europe médiévale. Ce n'est pas seulement une histoire de saveur ou de cuisine, c'est une histoire de pouvoir, de richesse, de médecine, de croyance et de la manière dont quelques grains, écorces et graines apportées de terres lointaines et mystérieuses ont transformé la façon dont des millions de personnes mangeaient, vivaient et comprenaient leur propre corps. C'est une histoire qui, en fin de compte, a aidé à redessiner la carte du monde. Pour comprendre la place qu'occupaient les épices dans l'Europe médiévale, il faut d'abord saisir l'ampleur de cette obsession. Les chiffres sont impressionnants. Chaque année, l'Europe importait environ 1000 tonnes de poivre noir et 1000 autres tonnes de gingembre, de clous de girofle, de noix de muscade et de cannelle combinée. Le coût total de ces importations équivalait à la valeur de l'approvisionnement annuel en pain pour environ 1,5 million de personnes. À une époque où une grande partie de la population vivait au seuil de la subsistance, où une mauvaise récolte pouvait signifier la famine pour des villages entiers, la quantité de richesse investie dans les épices révèle quelque chose de profond sur les valeurs et les priorités de cette société. Les épices n'étaient pas seulement un ingrédient. Elles étaient un symbole de statut, un marqueur social, une frontière invisible entre ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas. L'abondance d'épices dans les livres, de recettes médiévaux qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, confirme cette réalité. Ces manuscrits, écrits en latin, en français, en anglais et dans d'autres langues, présentent des recettes destinées presque exclusivement à la noblesse et aux classes aisées. Ce sont des plats élaborés qui demandent des quantités généreuses de poivre, de cannelle, de gingembre, de girofle et de safran. Mais il y a un détail que les historiens soulignent souvent. Malgré cette présence abondante dans les registres culinaires de l'élite, il n'est pas possible de savoir avec exactitude quelle était l'intensité de la saveur de ces épices dans le plat final. Et la raison en est simple, bien que souvent ignorée. Les épices qui arrivaient dans les cuisines européennes avaient parcouru des distances immenses, dépassant souvent 8, 9 ou même 10 000 kilomètres. Ce voyage pouvait durer des mois, parfois plus d'1 an. Pendant tout ce temps, les épices étaient soumises à la chaleur, à l'humidité, aux manipulations constantes et au stockage dans des conditions précaires. Beaucoup d'entre elles arrivaient déjà en Europe sous forme de poudre, une forme qui accélérait encore la perte de puissance aromatique et de saveur. Et il y avait un autre problème, peut-être encore plus grave, l'adultération. C'était une pratique courante chez les commerçants de mélanger les épices avec des substances moins chères pour augmenter la quantité vendue sans augmenter le coût. De la poussière, de la farine, des écorces broyées d'autres produits et toutes sortes d'additifs étaient ajoutés aux épices tout au long de leur chaîne commerciale. Ainsi, lorsque le poivre noir ou la cannelle arrivait enfin à la table d'un noble européen, le produit pouvait être considérablement moins intense qu'il ne l'était à son origine. Pourtant, malgré cela, même avec cette dégradation inévitable, les épices conservaient leur valeur extraordinaire. Et pour comprendre pourquoi il est nécessaire de regarder au-delà de la cuisine et de pénétrer dans un territoire qui, pour les médiévaux, était inséparable de l'alimentation, la médecine. La médecine européenne durant le Moyen Âge était fondamentalement basée sur une théorie héritée de l'Antiquité classique, formulée initialement par Hippocrate, le prétendu père de la médecine, vers le 5e siècle avant l'ère commune, et ultérieurement élaborée et systématisée par Galien, l'influent médecin romain du IIe siècle.
Cette théorie, connue sous le nom de théorie des humeurs ou théorie humorale, allait dominer la pensée médicale européenne pendant plus de 1500 ans, façonnant profondément la manière dont les gens comprenaient la santé, la maladie, l'alimentation et le corps lui-même. Selon cette théorie, le corps humain était composé de 4 fluides fondamentaux, appelés humeurs, le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Chacune de ces humeurs possédait des qualités spécifiques. Le sang était chaud et humide, la bile jaune, chaude et sèche, la bile noire, froide et sèche, et le flegme, froid et humide. La santé dépendait de l'équilibre entre ces 4 humeurs. Lorsqu'elles étaient en proportion adéquate, le corps fonctionnait bien. Quand l'une d'elles prédominait ou venait à manquer, la maladie apparaissait. Chaque personne possédait sa propre composition humorale qui déterminait non seulement sa santé physique, mais aussi son tempérament. Une personne avec un excès de sang était sanguine, joyeuse et sociable. Quelqu'un avec une prédominance de bile jaune était colérique, irritable et ambitieux. La bile noire en excès produisait le mélancolique, introspectif et triste, et l'excès de flegme générait le flegmatique, calme et apathique. Cette théorie ne resta pas restreinte au monde gréco-romain. Durant l'âge d'or de l'islam, entre le 8e et le 13e siècle, des médecins arabes et perses affinèrent les enseignements d'Hippocrate et de Galien. Avicenne, dont le canon de la médecine deviendrait l'un des textes médicaux les plus influents de l'histoire, incorpora la théorie humorale dans son œuvre monumentale. Ces ouvrages furent traduits en latin par des moines et des savants européens à partir du XIe siècle, formant la base du curriculum des universités médiévales de Montpellier, Bologne et Paris. La théorie humorale devint le fondement incontestable de la pratique médicale médiévale européenne. Et c'est ici que les épices entrent en scène de manière décisive. Si la santé dépendait de l'équilibre des humeurs, et si les aliments possédaient des qualités humorales propres, alors le choix de ce que l'on mangeait n'était pas une question de simple plaisir, c'était une question médicale. Chaque aliment était classé par les médecins selon ses qualités, chaud, froid, humide ou sec. La viande de bœuf était généralement considérée comme froide et sèche, le poisson froid et humide. Le rôle du cuisinier médiéval, particulièrement dans les maisons nobles, allait au-delà de la préparation d'un plat savoureux. Il était un auxiliaire du médecin, quelqu'un qui aidait à maintenir l'équilibre humoral de ceux qui mangeaient à table. Et les épices étaient ses outils les plus puissants. La majorité des épices orientales étaient classées par les médecins médiévaux comme chaudes et sèches, ce qui en faisait le contrepoint idéal pour un régime européen qui, à cause du climat, des pratiques agricoles et des habitudes alimentaires de l'époque, tendait à être froid et humide. Les poissons, si abondants dans le régime médiéval en raison des nombreux jours de jeûne imposés par l'Église catholique, étaient considérés comme froids et humides. Ainsi, ajouter de la cannelle, classée comme chaude et sèche à un plat de poisson, n'était pas seulement une question de goût. C'était une prescription médicale. C'était une façon de corriger le déséquilibre humoral que la consommation de cet aliment froid et humide pourrait causer au corps. Cette logique s'étendait à pratiquement tous les plats, et c'est pourquoi les livres de recettes médiévaux regorgent d'épices, non seulement pour le goût mais pour la santé. Et il y avait encore un autre élément qui conférait aux épices un statut presque sacré dans l'esprit médiéval, la croyance qu'elles possédaient des pouvoirs curatifs supérieurs à ceux des ingrédients locaux. Cette préférence n'était pas seulement pratique, il y avait en elle une dimension presque mystique. Dans l'imaginaire médiéval, les épices venaient de l'Orient lointain, un lieu que beaucoup associaient au paradis terrestre. On croyait que l'Éden était situé quelque part en Extrême-Orient et que les rivières qui en coulaient transportaient les plantes qui poussaient sur ce sol béni. Les épices étaient donc des fragments du paradis. Cette aura surnaturelle aidait à justifier leur prix astronomique et à maintenir une demande constante. Maintenant, avec cette toile de fond établie, il est possible de regarder de plus près les épices qui arrivaient effectivement aux tables et dans les apothicaireries de l'Europe médiévale et de comprendre le rôle singulier que chacune jouait dans ce monde. Le poivre noir était la reine des épices médiévales. Natif du sud de l'Inde, c'était le fruit immature de la plante Piper nigrum.
Le poivre noir était le grain enveloppé de sa couche externe qui noircissait en séchant. Le blanc était le grain dont cette couche avait été retirée. De toutes les épices importées, le poivre était la plus consommée, apparaissant dans la moitié de toutes les recettes médiévales connues. Dans l'Angleterre du XVe siècle, une livre coûtait plus de 2 jours de salaire d'un artisan londonien. Vers ce siècle, les artisans et les paysans les plus aisés commencèrent à avoir accès à de petites quantités, ce qui provoqua le mécontentement de la noblesse, qui voyait dans cette popularisation une dilution de son privilège. Les médecins le classaient comme extrêmement chaud et sec, utile pour stimuler l'appétit, aider à la digestion, dissoudre les gaz et éliminer le flegme de la poitrine. La cannelle occupait une place de choix particulière. Jusqu'au XVIIIe siècle, le véritable cinnamome ne poussait que sur l'île de Ceylan, l'actuelle Sri Lanka. Elle jouait un rôle important dans la cuisine arabe, qui a influencé la gastronomie européenne par le biais de la péninsule ibérique et des croisades. Dans l'Europe médiévale, elle était utilisée comme une sorte de panacée. En cuisine, elle était ajoutée particulièrement aux sauces et aux plats de poisson. Sa classification comme chaude et sèche en faisait le complément parfait pour le poisson, froid et humide. Les marchands arabes diffusaient des histoires fantastiques sur son origine. L'une des légendes les plus célèbres affirmait que la cannelle était récoltée dans des nids d'oiseaux mythiques appelés Cynomologus, construits sur des falaises inaccessibles d'Arabie. La seule façon de l'obtenir était d'attirer les oiseaux avec de gros morceaux de viande, dont le poids faisait s'effondrer les nids. Le clou de girofle était une autre épice de valeur extraordinaire. Jusqu'au XVIIIe siècle, il était cultivé exclusivement sur les îles de Ternate et Tidore, dans les Moluques, au large de la Nouvelle-Guinée. Dans l'Angleterre du XVIe siècle, des dockers de Londres reçurent même des bonus en clous de girofle. Dans la cuisine médiévale, il apparaissait dans des préparations de viande, de poisson, des desserts et des pains de gingembre. Classé comme chaud et sec, il était recommandé comme digestif et pour rafraîchir la laine. Le gingembre, apporté de l'Inde, était l'une des épices les plus polyvalentes. Utilisé comme drogue et condiment, il était ajouté aux plats de poisson, de poulet et au célèbre pain de gingembre, l'un des desserts les plus emblématiques de l'Europe médiévale. Les médecins le classaient comme extrêmement chaud et modérément humide, ce qui le distinguait du poivre. Tandis que ce dernier chauffait le corps rapidement, le gingembre le faisait de manière plus lente et graduelle, bien qu'il partageât la plupart de ses propriétés médicinales. La noix de muscade et le massis possèdent une relation singulière. Le massis est la membrane rouge qui enveloppe la graine de la noix de muscade. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les deux se trouvaient exclusivement dans les îles Banda, au sud des Moluques. La noix de muscade entra en usage large en Europe à partir du XIIe siècle, étant ajoutée à des plats spécifiques comme le poisson bouilli et le pain de gingembre. Classés comme chauds et secs, ils étaient considérés comme utiles pour rafraîchir la laine et réconforter l'estomac. La valeur de la noix de muscade était si élevée que son prix pouvait augmenter jusqu'à 32 000% entre son origine et les marchés européens. Le safran était alors, comme il l'est aujourd'hui, l'épice la plus chère du monde. Environ 70 000 fleurs ne produisent qu'une demi-livre. Introduit en Europe au XIIIe siècle, il était utilisé exclusivement par la noblesse, dans des préparations de poissons, de volailles, de légumineuses et de pâtes. Les médecins le classaient comme chaud et sec, lui attribuant des bienfaits pour le cœur, le foie, le sommeil, la digestion et même l'induction de l'accouchement. Dans l'Angleterre du XVe siècle, une livre coûtait 1 mois de salaire d'un artisan. La cardamome native de l'Inde arrivait en Europe dans de petites gousses triangulaires à peau fine, contenant des graines noires au goût fort et à l'arôme intensément aromatique. Bien que moins présente dans les livres de recettes médiévaux que le poivre ou la cannelle, la cardamome trouva une niche particulièrement accueillante dans les pays scandinaves où elle commença à être utilisée de manière extensive dans les pains, les pâtes sucrées et les plats salés, une tradition culinaire qui persiste encore aujourd'hui dans cette région. La coriandre, bien que native de la Méditerranée, ne fit son apparition en Europe septentrionale qu'au XIVe siècle. Ces graines fournissaient une saveur chaude, noisetée, légèrement piquante avec des notes d'agrumes. Dans l'Allemagne médiévale, elle était ajoutée à divers plats, tandis qu'en Pologne, elle était utilisée dans la fabrication de saucisses et dans le pain de seigle, comme alternative au karvi.
Le cubeb, également connu sous le nom de poivre de Java, était produit sur l'île de Java. Ces graines, avec leur queue encore attachée, étaient séchées au soleil et utilisées dans la cuisine arabe médiévale, particulièrement dans des mélanges d'épices chauds. Grâce à l'influence arabe, le cubeb trouva son chemin vers la cuisine européenne médiévale et vers la médecine. Cependant, il n'atteignit jamais la popularité du poivre noir, restant une épice de niche, plus connue des apothicaires que des cuisiniers. Le cumin, natif du sud-ouest de l'Asie, était utilisé dans une variété de plats depuis l'Antiquité, en Perse, en Syrie, en Grèce et à Rome. Dans la cuisine médiévale européenne, il était ajouté pour conférer une sensation terreuse et réconfortante, étant particulièrement apprécié dans les potages, ces soupes épaisses et substantielles qui constituaient la base de l'alimentation quotidienne dans de nombreux foyers. Le galanga, qui ressemble visuellement au gingembre, possédait une saveur qui combinait les caractéristiques du gingembre avec celles du poivre, résultant en un piquant singulier. Dans toute l'Europe médiévale, il était couramment ajouté aux plats destinés à la noblesse et aux classes aisées. Les médecins le classaient comme extrêmement chaud et sec et le recommandaient pour traiter les estomacs froids, comme aide à la digestion et pour rafraîchir la laine. Les graines de paradis étaient le fruit d'une plante herbacée semblable à un jonc. Malgré leur nature classée comme chaude et humide, ces graines devinrent extraordinairement populaires dans la France médiévale tardive. Leur nom évocateur, graines de paradis, n'était pas fortuit. Il faisait écho à cette croyance médiévale selon laquelle les épices les plus précieuses provenaient de l'Éden, et ce nom contribuait certainement à la fascination qu'elles exerçaient. Le poivre, long natif du nord-est de l'Inde, était plus piquant que le poivre noir, qu'il soit noir ou blanc. Il tirait son nom de la forme allongée de son épi, qui contenait les petites graines. Dans l'Europe médiévale, il jouait un rôle important tant comme épice que comme drogue, étant prescrit par les médecins pour toute une série de conditions. Le sésame, natif du Moyen-Orient, était utilisé tant pour ses graines que pour son huile depuis l'époque de l'ancienne Sumer et de l'Égypte. Au Moyen-Âge, il était apprécié pour sa saveur riche et noisetée, souvent ajoutée au pain. Dans l'Espagne médiévale, sous influence arabe, les graines de sésame étaient transformées en une pâte appelée tahini, qui, mélangée à du miel, produisait une friandise populaire. Le sucre mérite une mention spéciale. Dans l'Europe médiévale, il était traité comme une épice. Originaire de Nouvelle-Guinée, il fut introduit en Méditerranée par les Arabes, qui cultivaient la canne à sucre en Espagne, en Sicile et à Chypre. Pour la plupart des consommateurs, c'était un luxe saupoudré, avec parcimonie, sur des plats sucrés ou salés, ou combiné avec des amandes et du riz pour créer des plats de carême luxueux. Classé comme modérément chaud et humide, il était considéré comme supérieur au miel, bénéfique pour la poitrine, les poumons, les reins, la vessie et, curieusement, pour l'obésité. Le curcuma, plante herbacée vivace native de l'Inde, était largement utilisé dans l'Europe médiévale comme alternative au safran, qui était infiniment plus cher. Son rôle principal était celui d'agent colorant, capable de produire un jaune riche et vibrant qui imitait le ton doré du safran dans les plats et préparations, permettant aux cuisiniers aux ressources plus modestes d'obtenir un aspect visuel similaire à celui des plats de la haute noblesse. Mais comment toutes ces épices arrivaient-elles en Europe? Les routes des épices connectaient les confins de l'Asie du Sud-Est, passant par l'Inde, la Perse, l'Arabie et l'Afrique du Nord, jusqu'aux ports de la Méditerranée. Pendant des siècles, les commerçants arabes dominèrent le commerce intermédiaire, transportant les épices par des routes maritimes à travers l'océan Indien et le golfe Persique, ou par des routes terrestres à travers l'Arabie et la Mésopotamie jusqu'au comptoir de Constantinople, Alexandrie, Beyrouth et Alep. À chaque point d'arrêt, des taxes étaient prélevées et chaque intermédiaire ajoutait sa marge. Le prix d'un kilo de poivre noir pouvait n'être que d'1 ou 2 grammes d'argent en Inde, mais atteignait 20 ou 30 grammes sur les marchés de consommation du nord de l'Europe. Et c'était à Venise que convergeaient les routes. Du XIe au XVe siècle, Venise détint le monopole du commerce des épices pour l'Europe occidentale. Sa localisation privilégiée en Méditerranée, avec un accès à Constantinople, Alexandrie et au port du Levant,
fit des marchands vénitiens les intermédiaires incontestables entre l'Orient et l'Occident. La richesse générée fut monumentale, finançant les palais du Grand Canal, les églises ornementées, et l'art qui firent de la ville l'une des merveilles du monde médiéval. Les marchands arabes, de leur côté, avaient un tout intérêt à maintenir le mystère sur les origines réelles des épices. Si les Européens savaient exactement d'où venaient ces substances et comment elles étaient cultivées, ils pourraient tenter de les obtenir directement, court-circuitant les intermédiaires. C'est pourquoi, pendant des siècles, circulèrent en Europe des histoires fantastiques sur les origines des épices. Le poivre noir, disait-on, poussait sur des arbres gardés par des serpents venimeux, et il fallait mettre le feu à la végétation environnante pour chasser les serpents. Ce feu étant responsable de la transformation du poivre blanc et frais en grains noirs et ridés. Ces histoires, aussi fantastiques fussent-elles, persistèrent pendant des siècles, alimentées par l'absence presque totale de contact direct entre les consommateurs européens et les régions productrices. Marco Polo, le voyageur vénitien qui partit pour l'Orient à la fin du XIIIe siècle, fut l'un des premiers Européens à décrire les terres où les épices étaient cultivées. Son récit est un témoignage de l'obsession européenne et de la profonde ignorance géographique qui entourait les origines de ces produits. Mais le système vénitien du commerce des épices ne durerait pas éternellement. En 1453, la conquête de Constantinople par l'Empire ottoman transforma radicalement le paysage. Les Ottomans, contrôlant désormais l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde, imposèrent des taxes restrictivement élevées sur toutes les marchandises destinées à l'Occident. L'accès aux épices à travers les routes traditionnelles devint progressivement plus cher et plus difficile. C'est cet étranglement qui planta la graine de l'une des plus grandes transformations de l'histoire mondiale, l'ère des découvertes. Empêchés d'obtenir des épices à des prix viables par les routes traditionnelles, le Portugal et l'Espagne investirent dans des expéditions maritimes. En 1488, Bartolomé Dias contourna le cap de Bonne-Espérance. En 1492, Colomb, cherchant une route occidentale vers les Indes, trouva un continent entier. En 1498, Vasco da Gama compléta la route maritime jusqu'à Calicut, en Inde, ouvrant la voie directe vers les sources des épices. À partir de 1500, le Portugal puis d'autres puissances tentèrent de contrôler non seulement le commerce, mais les territoires producteurs eux-mêmes. En 1511, Afonso d'Albuquerque conquit Malacca. De là, des expéditions arrivèrent aux îles Banda, source de la noix de muscade, en 1512. La course aux épices s'était transformée en conquête coloniale. Mais revenons à la table médiévale. Il y a un aspect qui mérite une attention spéciale. La relation entre les épices et les jours de jeûne imposés par l'Église catholique. Le régime médiéval était profondément façonné par le calendrier religieux. Les fidèles étaient obligés de s'abstenir de viande pendant le carême, les veilles de fêtes religieuses, les mercredis et vendredis, et divers autres jours tout au long de l'année. À ces occasions, le poisson devenait l'aliment principal, et comme le poisson était classé par la théorie humorale comme froid et humide, les épices chaudes et sèches, comme la cannelle, le girofle et le poivre, devenaient non seulement désirables, mais dans la logique médicale de l'époque, nécessaires pour maintenir l'équilibre du corps. Ainsi, la demande d'épices était intimement liée à la pratique religieuse, créant un cycle de consommation qui se renouvelait chaque semaine et à chaque saison liturgique. Dans les apothicailleries médiévales, les épices occupaient une place de choix. Les apothicaires maintenaient des stocks de poivre, de gingembre, de cannelle, de girofle et de noix de muscade qui étaient dosés et combinés avec des minéraux et des produits d'origine animale pour créer des médicaments. Les médecins prescrivaient ces préparations pour traiter tout, des problèmes digestifs aux maladies respiratoires et à la mélancolie. L'accès à ces médicaments était déterminé par la condition sociale. Pour les riches, des remèdes à base d'épices importées. Pour les pauvres, des herbes locales considérées comme moins efficaces. Il existe un mythe persistant qui mérite d'être mentionné. L'idée que les épices masquaient le goût de la viande avariée. Cette notion a été réfutée par les historiens. Paul Friedman soutient que la viande fraîche n'était pas difficile à obtenir pour les personnes raisonnablement aisées. De plus, étant donné le cours des épices, tenter de sauver de la viande douteuse avec du girofle ou de la noix de muscade
serait un gaspillage absurde. Les épices étaient utilisées pour rehausser et transformer les plats, en plus de remplir des fonctions médicales. À mesure que les siècles passaient, le commerce des épices a façonné la géopolitique mondiale. Les Hollandais et les Anglais établirent leur Compagnie des Indes orientales, contrôlant de vastes portions du commerce en Asie du Sud-Est. Les épices, moteur du commerce médiéval, devinrent le moteur du colonialisme européen. Des îles furent conquises, des populations subjuguées et des guerres menées pour le contrôle d'arbres qui produisaient des clous de girofle, des noix de muscade et de la cannelle. Avec le temps, à mesure que les routes se multiplièrent et que les Européens apprirent à transplanter des épices dans d'autres régions tropicales sous leur contrôle, les prix commencèrent à baisser. Le poivre noir, qui fut un jour une monnaie d'échange et un symbole de richesse, devint graduellement accessible à des tranches de plus en plus larges de la population. Le sucre, qui sur la table médiévale était saupoudré avec la parcimonie de celui qui manipule de l'or, se transforma en l'ingrédient abondant et bon marché que nous connaissons aujourd'hui. La cannelle, la noix de muscade, le girofle, des épices qui valaient autrefois des fortunes et qui motivèrent la découverte de nouveaux mondes, peuvent aujourd'hui être trouvés sur n'importe quelle étagère de supermarché pour une fraction infime de leur ancienne valeur. Et pourtant, quand nous saupoudrons de la cannelle sur un dessert ou que nous moulons du poivre sur un plat, nous répétons un geste aux racines profondes. Nous utilisons les mêmes substances qui ont traversé des océans, sont passées par des centaines de commerçants, ont été pesées dans des apothicaireries médiévales et ont motivé des rois à financer des expéditions vers l'inconnu. L'histoire des épices dans l'Europe médiévale est l'histoire de la façon dont quelque chose d'aussi petit qu'une graine peut transformer des civilisations. C'est l'histoire de la façon dont le désir de saveur, de santé et de mystère peut traverser des océans et redessiner des frontières. Et c'est une histoire qui nous rappelle que les forces les plus puissantes de l'histoire ne sont pas toujours des armées. Parfois, ce sont simplement des grains. Si ce voyage à travers les routes des épices a éveillé votre curiosité, si l'arôme de cette histoire est resté dans l'air et vous a donné envie d'en savoir plus, alors considérez de vous abonner à cette chaîne. Chaque inscription, chaque mention, j'aime, chaque commentaire que vous laissez est comme un grain de poivre ajouté au plat. Petit en soi, mais essentiel pour donner de la saveur au tout. Laissez dans les commentaires quelle période de l'histoire vous fascine le plus, quel thème vous aimeriez voir exploré lors du prochain voyage dans le passé. Et n'oubliez pas d'activer les notifications, car tout comme les épices qui parcouraient le monde pour arriver à la bonne destination, nos prochaines vidéos arriveront directement jusqu'à vous, sans intermédiaire et sans retard. À la prochaine aventure.